Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 7. En route vers la cité d'Émeraude. Cette nuit-là, il leur fallut dormir à la belle étoile, sous un grand arbre dans la forêt, car il n'y avait point de maison aux alentours. L'arbre formait un toit touffu, qui les protégeait contre la rosée. Le bûcheron en fer blanc coupa un gros tas de bois, et Dorothée alluma un feu magnifique, qui lui réchauffa aussi le cœur. Toto et elle finirent ce qu'il leur restait de pain, et elle ignorait à présent de quoi le déjeuner serait fait. « Si cela vous dit, fit le lion, j'irai dans la forêt tuer un daim pour vous. Vous pouvez le rôtir sur le feu, car vous avez vos goûts bizarres, préférez la viande cuite. Cela vous fera un excellent déjeuner. » « Ne faites surtout pas cela, supplia le bûcheron en fer blanc. Je suis certain de pleurer si vous tuez un pauvre daim, et mes mâchoires vont se remettre à rouiller. » Mais le lion s'enfonça dans la forêt et choisit son propre menu. Nul ne sut jamais de quoi il dîna, car il se montra très discret à ce sujet. Quant à l'épouvantail, il trouva un arbre couvert de noisettes et en remplit le panier de Dorothée. Ces provisions la mettaient pour un temps à l'abri de la faim. Elle fut touchée par les attentions délicates de l'épouvantail, mais la maladresse avec laquelle ce malheureux cueillit les noisettes la fit bien rire. Ses mains rembourrées le rendaient si gauche, et les noisettes étaient si petites qu'il en laissait tomber la moitié à côté du panier. Mais il ne se pressait pas de le remplir, car pendant ce temps, il restait à l'écart du feu, craignant qu'une étincelle ne saute dans sa paille et le transforme en torche. Il se tenait donc à une bonne distance des flammes, et ne s'en rapprocha que pour recouvrir Dorothée de feuilles sèches quand elle s'allongea pour dormir. Bien au chaud, elle dormit d'un profond sommeil jusqu'au matin. Quand il fit jour, la fillette fit sa toilette dans l'onde ridée d'un petit ruisseau, et bientôt tout le monde se mit en route en direction de la cité d'Émeraude. La journée allait être mouvementée pour nos voyageurs. Au bout d'une heure environ de marche, ils aperçurent devant eux un grand fossé qui coupait la route et partageait la forêt à perte de vue. C'était un très large fossé. Ils grimpèrent au bord et virent qu'il était aussi profond et tout tapissé de grosses roches déchiquetées. Ses parois étaient si abruptes qu'il était impossible d'y descendre. Un instant, ils crurent que leur voyage allait s'arrêter là. « Qu'allons-nous faire » demanda Dorothée au désespoir. « Je n'en ai pas la moindre idée, » dit le bûcheron en fer blanc. Le lion secoua sa crinière en bataille, d'un air pensif. Mais l'épouvantail dit « Nous ne pouvons voler, c'est sûr, nous ne pouvons pas non plus escalader les parois de ce gouffre. Par conséquent, si nous ne pouvons pas le franchir d'un bond, impossible d'aller plus loin. » « J'ai l'impression que je peux sauter par-dessus, » dit le lion poltron, après avoir bien mesuré la largeur du regard. « Nous voilà sauvés, » répondit l'épouvantail. « Vous pouvez nous porter, tous sur votre dos, à tour de rôle. »« Je peux essayer, » dit le lion. « Qui veut commencer ?»« Moi, » dit l'épouvantail. « Si par hasard vous n'arriviez pas à franchir ce gouffre, Dorothée serait tuée, ou le bûcheron en fer blanc irait se fracasser sur les rochers. Mais avec moi, cela n'a pas d'importance, car si je tombe, je ne risque pas de me faire mal. » « Quant à moi, j'ai terriblement peur de tomber, » dit le lion poltron. « Mais la seule chose à faire, à mon avis, c'est d'essayer. Montez donc sur mon dos et tentons l'expérience. » L'épouvantail s'assit sur le dos du lion. La grosse bête avança jusqu'au bord de l'abîme et s'accroupit. « Vous ne prenez pas votre élan pour sauter » demanda l'épouvantail. « Non, ce n'est pas la façon dont nous nous y prenons, nous autres lions, » répliqua-t-il. Alors, se détendant comme un ressort, il franchit les airs et atterrit sain et sauf de l'autre côté. Tous furent soulagés de voir l'aisance avec laquelle il s'en était tiré. Après avoir déposé l'épouvantail, le lion refranchit le fossé d'un bond. Dorothée décida que c'était maintenant son tour. Elle prit donc Toto dans ses bras et se hissa sur le dos du lion en s'agrippant d'une main à sa crinière. L'instant d'après, elle eut l'impression de voler dans les airs, et avant même qu'elle ait eu le temps de dire ouf, elle se retrouva saine et sauve de l'autre côté. Le lion revint une troisième fois pour chercher le bûcheron en fer blanc. Puis ils s'assirent tous quelques instants pour permettre à l'animal de se reposer. Car l'effort l'avait essoufflé, et il haletait comme un gros chien qui aurait trop couru. De ce bord-ci, la forêt était dense, elle semblait sombre et sinistre. Une fois le lion reposé, ils reprirent la route de briques jaunes, et chacun, dans son fort intérieur, s'interrogeait en silence. Parviendrait-il un jour à franchir ces bois et reverrait-il jamais le beau soleil ?
Pour ajouter à leur angoisse, ils entendirent bientôt des bruits étranges venant des profondeurs de la forêt. Et dans un murmure, le lion leur confia que cette partie du pays était habitée par les Khalidas. « Qui sont les Khalidas » demanda la fillette. « Ce sont des bêtes monstrueuses, avec des corps d'ours et des têtes de tigre, » expliqua le lion. « Et de leurs griffes longues et acérées, ils pourraient me déchirer en deux, aussi facilement que je pourrais tuer Toto. » « J'ai horriblement peur des Khalidas. »« Comme je vous comprends, » répliqua Dorothée. « Ces bêtes doivent être effrayantes. » Le lion s'apprêtait à répondre, quand soudain, ils s'arrêtèrent. Un autre gouffre leur coupait la route, mais cette fois-ci, il était trop large et trop profond, et le lion comprit aussitôt qu'il ne pourrait pas le franchir en sautant. Ils s'assirent donc pour chercher une autre solution, et après mûre réflexion, l'épouvantail dit : « Voici un grand arbre, là, tout près du fossé. Si le bûcheron peut l'abattre et le faire tomber de l'autre côté, il nous est possible de le franchir facilement. »« Ça, c'est une idée géniale, dit le lion. »« Ma parole, c'est à croire que vous avez dans la tête de la cervelle et non de la paille. » Le bûcheron se mit à l'œuvre sur le champ, et sa hache aiguisée tailla dans le tronc à toute volée. Puis le lion s'arc-bouta avec ses grosses pattes de devant contre l'arbre, et poussa de toutes ses forces. Alors lentement, le grand arbre bascula et s'abattit avec fracas en travers du fossé. Ils commençaient seulement à franchir ce pont improvisé lorsqu'un grognement hargneux leur fit lever les yeux. Comble d'horreur, accourant vers eux, ils aperçurent deux énormes bêtes au corps d'ours et aux têtes de tigre. « Les Khalidas » dit le lion poltron, en se mettant à trembler. « Vite » cria l'épouvantail, « traversons !» Dorothée passa donc la première, en tenant Toto dans ses bras. Puis ce fut au tour du bûcheron, suivi bientôt de l'épouvantail. Le lion, malgré sa frayeur certaine, se retourna face aux Khalidas. Il poussa un rugissement si terrible que Dorothée se mit à crier, et que l'épouvantail en tomba à la renverse. Même les monstres féroces s'arrêtèrent pétrifiés. Mais ils étaient plus gros que le lion. En outre, ils étaient deux, alors qu'il ne faisait qu'un à lui tout seul. Rassurés, les Khalidas se lancèrent à sa poursuite. Le lion franchit le tronc et se retourna pour voir ce qu'ils allaient faire. Sans perdre une seconde, les bêtes féroces entamaient déjà la traversée. Le lion dit à Dorothée : « Nous sommes perdus, ils vont sûrement nous mettre en pièces de leurs griffes acérées. Mais restez juste derrière moi, je vais lutter avec eux jusqu'à mon dernier souffle. » « J'ai une idée, » cria l'épouvantail. « J'ai bien réfléchi, voilà ce qu'il faut faire. » Il demanda au bûcheron de trancher l'extrémité de l'arbre qui reposait de ce côté du fossé. L'homme en fer-blanc passa aussitôt à l'action, et au moment où les deux Khalidas allaient achever leur traversée, l'arbre croula au fond du gouffre dans un grand craquement, emportant avec lui ces monstres hideux qui s'écrasèrent sur les rochers. « Eh bien, dit le lion poltron en poussant un long soupir de soulagement, notre dernière heure n'est pas encore arrivée, et j'en suis bien content. Ce doit être bien gênant d'être mort. Ces créatures m'ont fait terriblement peur, mon cœur en palpite encore. »« Ah » fit tristement le bûcheron en fer-blanc, « comme j'aimerais avoir un cœur qui palpite. » Après cette aventure, nos voyageurs avaient plus que jamais envie de sortir de la forêt, et ils marchaient trop vite pour Dorothée, qui, fatiguée, dut monter sur le dos du lion. À leur grande joie, les arbres se faisaient plus rares, et au cours de l'après-midi, ils débouchèrent sur une large rivière aux eaux rapides. De l'autre côté de l'eau, ils apercevaient la route pavée de briques jaunes serpentant à travers un pays de belles prairies, parsemées de fleurs éclatantes. Des deux côtés, la route était bordée d'arbres, chargés de fruits délicieux. Ce spectacle les enchanta. « Comment allons-nous franchir cette rivière » demanda Dorothée. « Ce n'est pas difficile, » répliqua l'épouvantail. « Le bûcheron n'a qu'à nous construire un radeau. Nous pourrons ainsi flotter jusqu'à l'autre rive. » Le bûcheron prit donc sa hache et se mit à abattre de petits arbres pour fabriquer un radeau. Pendant qu'il était occupé à cette tâche, l'épouvantail découvrit, sur le bord de la rivière, un arbre couvert de beaux fruits. Ce fut une aubaine pour Dorothée, qui, de toute la journée, n'avait mangé que des noisettes, et put se régaler de fruits mûrs. Mais cela prend du temps de faire un radeau, même quand on est un bûcheron laborieux et infatigable. Et quand la nuit vint, l'ouvrage n'était pas terminé. Ils cherchèrent donc un endroit douillet sous les arbres pour y dormir jusqu'au matin. Dorothée vit en rêve la cité d'émeraude
et Oz, le bon magicien, qui la renverrait bientôt chez elle. Le magicien d'Oz, par Lyman Frank Baum. Chapitre 8. La prairie des pavots maléfiques. Notre petit groupe de voyageurs se réveilla le lendemain matin, ragaillardi et plein d'espoir. Et grâce aux pêches et aux prunes qu'offraient les arbres au bord de la rivière, Dorothée déjeuna comme une princesse. Ils avaient laissé derrière eux la sombre forêt qu'ils avaient réussi à traverser sans encombre, même si, souvent, ils avaient connu le découragement. Par contre, s'étendait maintenant, devant eux, un pays charmant et inondé de soleil, qui semblait les inviter à se rendre à la cité d'Émeraude. Mais pour l'instant, la large rivière les séparait de ce beau pays. Le radeau était presque achevé. Le bûcheron coupa encore quelques rondins, les fixa à l'aide de chevilles en bois, et ils purent repartir. Dorothée s'assit au milieu du radeau, tenant Toto dans ses bras. Le lion poltron, en montant sur le radeau, le fit basculer dangereusement, car il était gros et lourd. Mais l'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc s'installèrent à l'autre bout pour faire contrepoids, et au moyen de longues perches, ils firent avancer le radeau. Tout alla très bien au début, mais, au beau milieu de la rivière, le courant rapide les entraîna vers l'aval, les éloignant de plus en plus de la route pavée de briques jaunes, et les longues perches, à cet endroit, n'atteignaient plus le fond de la rivière. « C'est ennuyeux, dit le bûcheron en fer-blanc, car si nous ne pouvons pas toucher la rive, nous serons entraînés jusqu'au pays de la méchante sorcière de l'Ouest, qui nous ensorcellera pour faire de nous ses esclaves. Et moi je n'aurai pas de cervelle, dit l'épouvantail. Et moi je n'aurai pas de courage, dit le lion poltron. Et moi je n'aurai pas de cœur, dit le bûcheron en fer-blanc. Et moi je ne retournerai jamais au Kansas, dit Dorothée. Il faut absolument aller à la cité d'Émeraude, si nous le pouvons, poursuivit l'épouvantail. Il appuya si fort sur sa longue perche qu'elle resta enfoncée dans la vase. Mais, avant qu'il ait pu la retirer ou lâcher prise, le radeau fut emporté, et le pauvre épouvantail resta accroché à la perche au beau milieu de la rivière. « Adieu, leur cria-t-il. Ils eurent beaucoup de peine de l'abandonner. En effet, le bûcheron en fer-blanc se mit à pleurer. Puis, se souvenant à temps qu'il risquait de rouiller, il sécha ses larmes sur le tablier de Dorothée. L'épouvantail était dans une fâcheuse posture. « Je suis encore plus à plaindre que lors de ma rencontre avec Dorothée, se disait-il. J'étais alors perché dans un champ de blé, ou du moins, je pouvais faire semblant d'effrayer les corbeaux. Mais à quoi sert un épouvantail perché au milieu d'une rivière ? Je n'aurai jamais de cervelle en fin de compte. » Le radeau continuait sa descente, et le pauvre épouvantail était déjà loin derrière eux, quand le lion dit « Il faut absolument faire quelque chose pour nous en sortir. Je crois que je suis capable de nager jusqu'à la rive en tirant le radeau après moi. Vous n'avez qu'à vous accrocher au bout de ma queue. » Il bondit donc dans l'eau, et le bûcheron en fer-blanc empoigna sa queue. Puis le lion se mit à nager de toute sa force vers la berge. En dépit de sa forte taille, il devait fournir un gros effort. Mais peu à peu, il réussit à les arracher au courant, et Dorothée prit la longue perche du bûcheron et aida à pousser le radeau vers la terre. Épuisés, ils atteignirent enfin la rive, et débarquèrent sur le beau gazon verdoyant. Mais ils constatèrent que le courant les avait charriés loin de la route de briques jaunes qui menait à la cité d'Émeraude. « Et maintenant, qu'allons-nous faire » demanda le bûcheron en fer-blanc. Pendant ce temps, le lion, étendu dans l'herbe, se séchait au soleil. « Il nous faut retrouver la route coûte que coûte, dit Dorothée. « Le meilleur moyen est de longer la rivière, fit remarquer le lion. Après un moment de repos, Dorothée reprit donc son panier, et ils remontèrent le long de la rive herbeuse pour rejoindre la route dont le courant les avait détournés. Quel charmant pays, plein de fleurs, d'arbres fruitiers et de soleil radieux. Sans la peine qu'ils éprouvaient pour le pauvre épouvantail, leur bonheur eût été parfait. Ils se hâtaient. Dorothée s'arrêta une fois seulement pour cueillir une belle fleur. Au bout d'un moment, le bûcheron en fer-blanc s'écria « Regardez !» Tous regardèrent la rivière et aperçurent l'épouvantail juché sur sa perche au milieu de l'eau, l'air triste et abandonné. « Que peut-on faire pour le sauver ?» demanda Dorothée. Le lion et le bûcheron secouèrent tous deux la tête.
Il ne trouvait rien. Il s'assit au bord de l'eau et contemplait pensivement l'épouvantail, lorsque vint à passer une cigogne, qui, les voyant, descendit, se poser près d'eux. « Qui êtes-vous et où allez-vous » demanda-t-elle. « Je m'appelle Dorothée, » répondit la fillette, « et voici mes amis, le bûcheron en fer-blanc et le lion poltron. Nous nous rendons à la cité d'Émeraude. »« Ce n'est pas le bon chemin, » dit la cigogne en tordant son long cou pour les examiner l'un après l'autre. « Je le sais, » répliqua Dorothée, « mais nous avons perdu l'épouvantail, et nous nous demandons comment le récupérer. »« Où est-il » demanda la cigogne. « Là-bas, dans la rivière, » répondit la fillette. « S'il n'était pas aussi gros et aussi lourd, je vous le ramènerais volontiers, » fit remarquer la cigogne. « Il est léger comme une plume, » dit Dorothée avec empressement, « car il est empaillé. Si vous pouvez nous le rapporter, nous vous en serions très reconnaissants. »« Je vais toujours essayer, » dit la cigogne, « mais si je le trouve trop lourd, je serai obligée de le lâcher dans la rivière. » Le grand oiseau s'envola et arriva à l'endroit où l'épouvantail était toujours accroché à sa perche. Puis, de ses grandes serres, la cigogne saisit l'épouvantail par le bras, l'emporta dans les airs et le déposa sur la rive, où Dorothée, le lion et le bûcheron en fer-blanc étaient assis. Quand l'épouvantail se retrouva au milieu de ses amis, de bonne heure, il les serra tous dans ses bras, même le lion et Toto, et tandis qu'il se remettait à cheminer, notre rescapé, tout joyeux, chantait. « J'ai bien cru que j'allais rester dans la rivière pour toujours, dit-il, mais la brave cigogne m'a sauvé, et si jamais j'ai de la cervelle, je la retrouverai pour lui témoigner ma reconnaissance. »« Vous plaisantez, » dit la cigogne, qui les suivait en volant. « Cela me fait plaisir d'aider les gens dans l'embarras. Mais maintenant, je dois vous quitter, car mes petits m'attendent au nid. Je vous souhaite de trouver la cité d'Émeraude, et j'espère qu'Oz vous aidera. »« Merci, » répliqua Dorothée. Là-dessus, la brave cigogne s'envola et disparut rapidement. Chemin faisant, ils écoutaient le chant des oiseaux, au plumage rutilant, et regardaient les fleurs magnifiques qui formaient un épais tapis. On voyait de gros bourgeons jaunes, blancs, bleus et pourpres, à côté de grosses touffes de pavots écarlates, dont les couleurs éclatantes éblouissaient les yeux de Dorothée. « Que c'est beau !» s'exclama la fillette, en humant le parfum enivrant des fleurs. « Vous avez sans doute raison, » ajouta l'épouvantail. « Quand j'aurai de la cervelle, je les aimerai probablement davantage. »« Si seulement j'avais un cœur, je les adorerais, » précisa le bûcheron en fer-blanc. « J'ai toujours beaucoup aimé les fleurs, » dit le lion. « Elles ont l'air si innocentes et si fragiles. Je n'en ai pas vu d'aussi belles dans la forêt. » À mesure qu'ils avançaient, les gros pavots écarlates devenaient de plus en plus nombreux, et les autres fleurs se faisaient rares. Bientôt, ce ne fut plus qu'une prairie de pavots. Or, c'est bien connu, lorsque ces fleurs sont nombreuses, elles dégagent une senteur si puissante qu'il suffit de la respirer pour s'endormir. Et si l'on n'éloigne pas le dormeur, il ne se réveillera jamais plus. Mais Dorothée ignorait cela. Et d'ailleurs, comment aurait-elle pu les éviter ? Les pavots l'entouraient à perte de vue. Bientôt, ses paupières s'alourdirent, et elle eut envie de s'asseoir et de dormir. Mais le bûcheron en fer-blanc ne la laissa pas faire. « Nous devons nous dépêcher de rejoindre la route de briques jaunes avant la nuit, » dit-il. L'épouvantail était du même avis. Ils continuèrent donc à cheminer jusqu'à ce que Dorothée n'en puisse plus. Ses yeux se fermaient malgré elle. Elle ne savait plus où elle était et finit par s'endormir au milieu des pavots. « Qu'allons-nous faire » demanda le bûcheron en fer-blanc. « Si nous la laissons là, elle va mourir, » dit le lion. « L'odeur de ces fleurs est en train de nous tuer tous. J'arrive à peine, moi-même, à maintenir mes yeux ouverts, et le chien est déjà endormi. » En effet, Toto était tombé à côté de sa petite maîtresse. Mais l'odeur des fleurs ne gênait pas l'épouvantail, ni le bûcheron en fer-blanc, puisqu'il n'était pas fait de chair. « Courez vite, » dit l'épouvantail au lion, « et éloignez-vous dès maintenant de ces fleurs dangereuses. Nous nous chargerons de la petite fille, mais si vous devez vous endormir, on ne pourra pas vous porter, vous êtes trop gros. » Le lion se releva donc et bondit aussi vite qu'il put. Il disparut en un instant. « Faisons une chaise de nos mains pour la porter, » dit l'épouvantail. Ils ramassèrent Toto
et le mirent sur les genoux de Dorothée. Ils firent ensuite la chaise, leurs mains servant de siège et leurs bras d'accoudoir, et c'est ainsi qu'ils traversèrent le champ, portant la fillette endormie. Ils cheminèrent longtemps, longtemps. Le grand tapis de ces fleurs maléfiques semblait ne devoir jamais finir. Ils suivirent la rivière et tombèrent enfin sur leur ami le lion, dormant d'un profond sommeil au milieu des pavots. L'odeur puissante des fleurs avait terrassé l'énorme bête, qui s'était affalée presque à la lisière du champ, là où le gazon déroulait à nouveau ses prairies verdoyantes. « Nous ne pouvons rien pour lui, dit tristement le bûcheron en fer-blanc, car il est trop lourd à soulever. Nous devons le laisser ici, endormi à jamais, et peut-être rêvera-t-il qu'il a enfin trouvé du courage. » « Je suis navré, dit l'épouvantail. Tout poltron qu'il était, le lion était un excellent camarade. Mais poursuivons notre chemin. » Ils portèrent la fillette endormie jusqu'à un endroit charmant au bord de la rivière, assez éloigné du champ de pavots. Elle ne risquait plus de respirer le poison des fleurs. Ils la déposèrent doucement sur le gazon, attendant que la fraîcheur de la brise la réveille.